Bonjour à tous, bienvenue pour ce point info de la Fédération française des échecs. Nous sommes le 19 septembre 2023. On va faire le point sur la saison qui vient de se dérouler, sur la rentrée qui s'annonce et naturellement sur les projets fédéraux et ce que les clubs peuvent faire avec une panoplie d'outils qu'on propose. Donc on va vous détailler tout cela. Comme toujours de tradition dans ces points d'information, on va commencer déjà par une bonne nouvelle. C'est que c'est la saison qui s'achève, qui est la saison de tous les records, notamment en nombre de licenciés. On a franchi le cap des 68 000 licenciés, donc c'est une grande année fédérale. On reviendra sur les chiffres clés après. Et je voulais saluer là les performances sportives du moment et saluer en tout premier lieu nos joueuses qui ont pris la médaille de bronze en Pologne au championnat du monde de partie rapide. Performance assez exceptionnelle. On a pu vibrer avec elles. Elles ont montré un véritable esprit d'équipe, une communication incroyable, une vraie équipe sportive, une vraie cohésion et des résultats qui étaient très présents. Donc je vais saluer toutes les joueuses. Donc la capitaine en premier, hein, Sylvia Alexieva, qui a conduit le groupe avec beaucoup de sérieux, d'efficacité et de bonne humeur. Et donc, naturellement, Sophie Millet, Anastasia Savina. euh, ah, c'est- j'ai un. Je suis désolé, alors que j'arrête pas de leur parler en plus. Natacha Benmesba, Mitra Ejazipour et enfin Démonté Cornette. Donc, cinq joueuses qui ont fait un parcours exceptionnel en battant les États-Unis pour se hisser sur la troisième marche du podium. Donc, félicitations à elles. Nous venons également d'avoir une performance très significative avec 4 médailles chez nos jeunes aux championnats d'Europe. Donc, je vais les donner dans l'ordre, hein. En U8, Luca Protopopescu, qui a obtenu la médaille d'argent. En U10, Marc Liary, qui a eu la médaille d'argent également. Enfin, Baptiste Lissilour en U14 et Juliette Cornillot en U18. Donc voilà, quatre médailles, ce qui n'est pas habituel, hein. L'année dernière, on en avait eu deux. Et c'est encore une très très belle performance de nos équipes. Donc je salue naturellement tous les entraîneurs, la délégation qui était sur place, tous ceux qui ont œuvré pour le plan de performance, hein, la nouveauté 2022 pour notre haut niveau jeune, tous les entraîneurs qui font partie du plan, le directeur de la performance Quentin Loiseau, et naturellement Christine Flier, notre chef de délégation habituelle. On va vous parler dans ce point d'information de tous les secteurs de la fédération, donc la professionnalisation et la structuration, la lutte contre les violences, l'éducation, santé sociale handicap et également la campagne ANS. Avec, d'ailleurs, je n'ai pas salué ceux qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, je vais faire un petit tour de table sur ceux qui vont nous rejoindre pour parler de ces différents programmes, de ces projets et de ces sujets. Déjà, je vais saluer Richard Oswald, qui nous rejoint en tant que conseiller technique national. Bonjour, Richard. Bonjour. Avec nous également Manon Brissot-Franck, qui est avec nous depuis avril, que vous avez pu voir pour certains à l'Assemblée générale de la Fédération française des échecs à Agen, qui est responsable du pôle développement. Bonsoir Manon. Bonsoir à tous. Bien entendu, comme toujours, notre secrétaire général Didier Fretel, qui va assurer la modération, puisque vous pouvez poser vos questions dans le chat. Bonsoir Didier. Bien, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Éloi. Également avec nous Didier Pascal, vous connaissez tous Didier puisqu'il répond toujours aux questions des clubs, qu'il est trésorier adjoint et qu'il est spécialiste de l'ANS, dont il nous parlera tout à l'heure. Bonsoir Didier. Bonsoir à tous et à toutes. Enfin, nous avons avec nous Mathieu Vieira, qui assurera également la lecture de vos questions et les réponses pour les points techniques. Et je remercie. Bonsoir Mathieu. Bonsoir à toutes et tous. Et Mathieu qui reprendra aussi avec Didier les questions que vous nous avez envoyées en avance et sur lesquelles nous répondrons à la fin. Pour les questions-réponses, pour le format de ce point info, eh bien, il faudra poser vos questions à la fin de chaque séquence. Comme ça, on évitera de se perdre et de revenir sur des sujets qui sont déjà traités. Donc, quand on sera chaud sur les sujets qui seront présentés, on fera un moment de questions-réponses avec vous.
Je vais vous annoncer les chiffres clés avant de passer la parole à Richard, hein, qui nous détaillera le rôle d'un conseiller technique national au sein d'une fédération sportive, ainsi que les missions que nous avons convenues avec la direction des sports et Richard. Donc les chiffres clés de cette saison exceptionnelle, tout d'abord, naturellement, hein, l'indicateur clé que sont les licences. Nous avons fait 68 200 licences sur la saison 2022-2023. C'est un record absolu sur toutes les catégories de licences. La rentrée de cette saison à date, hein, donc au 19, nous sommes à 15 000 licences, ce qui est une augmentation de 5% comparé à l'année dernière. Ça veut dire que si on fait une projection toute bête, on arriverait en fin d'année à 72 000. On arriverait en fin d'année à 72 000 licenciés. En tout cas, c'est la tendance de ce début de saison. Ça ne veut absolument rien dire, mais en tout cas, on fait une très très belle rentrée. Et ça, c'est naturellement en grande partie grâce à vous et à l'accueil que vous proposez et aux animations que vous proposez sur les forums d'animation des différentes communes sur lesquelles vous êtes. Ça, c'est les joueurs homologués. Il y a également un grand pan qui, moi, me touche particulièrement, c'est les tournois, l'activité des organisateurs de tournois, la pratique en compétition. C'est quelque chose de très important puisque tous les licenciés ne pratiquent pas. Et cette année, cette saison, avec 3600 tournois homologués, nous sommes en hausse de 18%, que ce soit sur le nombre de tournois ou sur le nombre de pratiquants. L'enveloppe ANS est montée à 422 000 euros. On verra les détails tout à l'heure. Ça, c'est notre assiette de base, mais Didier Pascal nous expliquera tous les détails. En nombre de visiteurs sur le site, également un indicateur intéressant. Nous avons 605 000 visiteurs uniques depuis le début de l'année. Comparé à l'année dernière, c'était 600 000. Donc, on est très stable. Ça veut dire qu'on a quelque part assuré cette hausse de 20% comparé à l'année 2021. Là, je parle du 1er janvier au 20 septembre. Donc, notre site Internet fonctionne bien, en tout cas est une source d'information utile et régulièrement fréquentée. Un point essentiel pour le développement fédéral, puisqu'il nous concerne tous, c'est la presse. Donc, nous avons commencé à mesurer avec notre agence de communication les retombées dans les médias. Donc, cette année, nous avons 343 retombées. Ça, c'est des articles qui sont enregistrés de sources Kantar. Donc, c'est un indicateur de mesure qui est intéressant, qui en plus répertorie l'ensemble des documents dans un dossier de presse, enfin une revue de presse. Et l'année dernière, c'était 124 retombées. Donc, on a fait plus que doubler déjà le nombre de retombées. Et ça, c'est dû en grande partie aux actualités sportives, aux actualités des programmes fédéraux et bien entendu au travail de communication qu'on réalise toute l'année auprès des médias grâce à l'agence. Au niveau des partenaires, donc un indicateur financier, là je parle sous contrôle toujours des trésoriers. Cette année civile, nous avons déjà sécurisé plus de 300 000 euros de subventions et partenariats et sponsoring, ce qui est plus du double de la saison précédente, avec des partenaires de grande qualité, je dirais même des partenaires prestigieux, comme Microsoft, le groupe Clésia, le Crédit Mutuel, et également A2 Consulting, ASE Connect, Variant, et bien d'autres encore. Donc, on est également financièrement plutôt sur une dynamique d'augmentation et de construction. Voilà pour les chiffres clés. Je ne sais pas s'il y a des questions sur les chiffres clés. Peut-être Mathieu ou Didier, s'il y a des premières questions sur ces informations très factuelles. Non, il n'y a pas de questions pour l'instant, Éloi. Tu peux continuer donc. Eh bien, je ne vais pas continuer puisque je vais passer la parole à Richard Oswald. Bonjour Richard et bienvenue à la Fédération française des échecs. Bonsoir. Merci Éloi de ces mots de bienvenue. Bonsoir à toutes et toutes. Je suis ravi qu'on me donne l'occasion de pouvoir me présenter à vous, président, responsable, dirigeant des clubs. Donc, je vais être bref, mais essayer quand même de faire un petit tour d'horizon sur, d'une part, ma fonction, enfin mon rôle, le rôle d'un CTN au sein d'une fédération, puisque je crois être le premier dans cette fédération. Donc, ça vaut le coup de s'arrêter un petit peu sur le rôle d'un CTN. Dans un deuxième temps, je préciserai les missions que le président et son bureau m'ont fixées pour la durée de ma présence dans cette fédération. Donc, un mot avant pour me présenter. Donc, moi, je suis Richard Oswald, j'habite Paris. J'ai, pour faire court, une carrière en trois
en trois tronçons. Un premier au sein du ministère des Sports, dans les services en région, et au ministère à Paris. Ça, c'était au début de ma carrière. Ensuite, un parcours d'une quinzaine d'années au service des politiques publiques, mais pas dans l'administration. J'ai travaillé donc au groupe Société Générale, ainsi que dans le cabinet de Gérard Larcher quand il était ministre de l'Emploi, sur les politiques publiques d'insertion des jeunes, de diversité, donc tous ces sujets sociétaux. Et puis ensuite, dans une troisième partie, j'ai travaillé en fédération sportive. Donc précédemment, j'ai travaillé à la Fédération française du sport en entreprise. Et puis j'ai été directeur technique national de la Fédération française de danse, qui est une fédération olympique. Et puis, à présent, j'ai rejoint la Fédération française des échecs avec grand bonheur. Je suis très, très heureux d'être parmi vous. Donc, le rôle d'un CTN, donc c'est assez simple. En fait, dès qu'il y a une délégation qui est donnée à une fédération, et c'est le cas de la Fédération française des échecs, il y a des moyens qui sont qui sont proposés à la fédération, des moyens humains, des moyens financiers. Souvent, ça prend la forme de postes, donc directeur technique national DTN ou conseiller technique national CTN. Pour l'instant, à la Fédération française des échecs, c'est un poste de CTN qui a été proposé et donc j'occupe ce poste. Donc, quel est le rôle d'un CTN? Il a deux rôles. Il doit d'abord amener son soutien au projet fédéral. Donc, c'est pas quelqu'un qui vient ont contrarié la volonté de l'équipe en place. Donc, il y a un projet fédéral qui préexiste et l'État, la personne des CTN, vient conseiller, comme son nom l'indique, l'équipe fédérale pour la mise en œuvre de ce projet. Donc, c'est un renfort. Puis, il y a un deuxième rôle qui est d'être un garant de la mise en œuvre des politiques publiques ou de quelques-unes des politiques publiques, parce que les fédérations sont délégataires, elles ont des droits et des devoirs, elles ont un devoir si elles sont délégataires, c'est de mettre en œuvre les politiques publiques ou d'essayer de les mettre en œuvre. Il n'y a pas d'obligation de résultat, mais obligation de moyens. Donc, par exemple, les politiques de formation, les politiques d'honorabilité, j'y reviendrai, c'est le CTN qui est le garant de la mise en œuvre de ces actions voulues par la ministre. Donc, voilà les deux rôles du CTN. Donc, j'espère sur ces deux volets être performant parmi vous. Et encore une fois, c'est pas quelqu'un qui vient gêner l'action, c'est quelqu'un qui vient la faciliter, la renforcer, l'encourager. Je ne suis pas joueur d'échecs, mais j'aime beaucoup cette discipline et je suis ravi de servir ce sport que je respecte beaucoup. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup d'être dans cette pratique. En ce qui concerne mes missions, donc je vais avoir 4 missions principales, enfin quatre missions. Donc, une qui relève de la formation, l'autre qui a à voir avec l'éducation nationale, la troisième, la politique d'honorabilité, et la quatrième, la politique de labellisation. Alors, vous allez me dire, nous, clubs, parce que je m'adresse à des clubs, qu'est-ce que ça va nous apporter? Le CTN, il est au siège fédéral, il est en appui à l'équipe fédérale, et on ne voit pas trop en quoi il peut nous aider, nous qui sommes, je vais dire, au front, et qui avons affaire aux licenciés, aux familles, aux pratiquants, aux joueurs, qui organisons des compétitions, parce qu'à CTN va nous servir à quelque chose. Alors, directement, non. Indirectement, oui, je l'espère, vivement, puisque les politiques qui vont être mises en œuvre au niveau du siège doivent donc en cascade bénéficier, in fine, au club sur le terrain. Sinon, ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas, de mon point de vue, d'impulser des actions et que les clubs, eux, sur le terrain, se démènent sans qu'il y ait de lien entre les deux. Donc, ce lien, moi, je veillerai toujours à ce qu'il y ait un sens, à ce que les actions qui sont impulsées et que j'accompagne puissent bénéficier au club que vous représentez. Donc, j'ai 4 missions. Donc, ma première, c'est la formation. Vous savez mieux que moi qu'il n'existe pas de diplôme professionnel d'éducateur, comme il existe dans les autres sports. Hein. Donc, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas en place. Et la volonté de l'équipe fédérale est de mettre en place un diplôme de formation professionnelle qui viendrait coiffer, se nourrir des diplômes fédéraux existants
il n'est pas question de faire place nette et d'imposer un diplôme professionnel. Donc, en s'appuyant sur les savoir-faire de formation et les contenus et les formateurs qui se sont déjà engagés dans ce sujet de la formation, aller un cran plus haut et essayer de mettre en place un diplôme qu'on dit inscrit au registre national des certifications professionnelles, RNCP, ce qui lui donne un statut de diplôme reconnu et donc ouvre des financements et crédibilise l'action de formation de la fédération. Donc c'est vraiment ce point-là qui est ma mission principale parce qu'il va falloir, et il faut du temps pour cela, mais on a bon espoir. Je crois qu'il y a mon premier tour d'horizon et je l'ai vu avec Didier. Il y a déjà des grosses avancées qui ont été faites et l'institut qui va être créé devrait permettre d'accélérer la mise en œuvre de ce diplôme de formation professionnelle, sans doute un CQP pour enseigner les échecs. Donc ça, c'est un point important qui donne du sérieux à une fédération, qui donne de la crédibilité à une discipline. Le deuxième sujet, c'est celui du lien avec l'éducation nationale. Vous ne m'avez pas attendu pour engager déjà des actions qui performent beaucoup, de mon point de vue, avec les écoles primaires, les collèges. Donc, toute l'éducation nationale est friande des échecs sur temps scolaire, j'insiste bien, parce que c'est une chose d'intervenir hors temps scolaire, mais c'en est une autre que d'arriver à forcer la porte des écoles, des établissements scolaires, et vous l'avez fait. Donc, il s'agit de démultiplier cette action. J'ai envie de dire pour les clubs, de vous donner l'opportunité d'avoir de nouveaux marchés, si je prends un terme économique, que sont les publics captifs des écoles primaires et des enseignants, avec bien sûr à organiser les retombées pour les clubs en termes de licences et de pratiquants réguliers. C'est à construire, mais si la porte de l'éducation nationale est forcée, est ouverte, on va dire, ça devrait quand même faciliter beaucoup la démultiplication du nombre de pratiquants et de licences. Ça, c'est mon deuxième volet. Il y a aussi un volet qui peut paraître plus contraignant, qui est l'honorabilité. Donc, l'honorabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui peut faire un petit peu peur, une sorte de police. On va croire que c'est une sorte de police pour les clubs. Il va falloir qu'on vérifie l'honorabilité des personnes qui encadrent les jeunes et des dirigeants. Alors, c'est pas du tout comme ça que je conçois la chose. On est tout à fait conscient, et je m'en suis assuré auprès des ministères, que les fédérations font leur maximum pour progresser dans ce domaine, et c'est bien normal. Par contre, elles n'ont pas forcément tous les outils, surtout les fédérations qui n'ont pas d'enseignants avec des cartes professionnelles, elles n'ont pas tous les outils pour mettre en place ce contrôle en quelques saisons. Donc, c'est déjà en place dans la fédération. Par contre, il faut perfectionner un petit peu le système, le simplifier. Et je rappelle la finalité, c'est permettre aux dirigeants finalement d'être protégés, parce que c'est aussi une protection pour les dirigeants et pour les éducateurs et les bénévoles que cette déclaration. Et puis ça permet aussi de rassurer les pratiquants, les familles, parce qu'on vit dans une époque où ces sujets, on ne peut pas se fermer les yeux sur ce qui se passe dans le sport, et donc c'est obligé, c'est obligatoire, il faut le faire, et il faut bien toujours se rappeler que c'est utile en faisant en sorte qu'il y ait le moins de contraintes possible. Et puis le quatrième point, c'est moins une politique nationale qu'une politique fédérale, mais ça m'intéresse beaucoup aussi, c'est essayer d'aider la fédération à clarifier, à consolider son système de labellisation des clubs. Là, vous êtes directement impacté. C'est pas un sujet facile dans aucune fédération. Par contre, c'est un sujet qui peut être très intéressant, un vrai levier. Et donc là-dessus, je suis à disposition pour amener mes connaissances et mon expertise sur ces sujets. Voilà les 4 sujets que j'ai en main, sur lesquels je vais essayer d'apporter une plus-value, sachant que je suis normalement nommé pour une durée de 18 mois et que donc il s'agit de ne pas perdre trop de temps et d'avancer sur ces 4 sujets et faire surtout progresser la fédération et en répercussion les clubs. Merci beaucoup, Richard. Alors, c'est très clair, c'est très structurant pour notre fédération. On est vraiment ravis de t'accueillir sur ces projets structurants. Et il y a déjà, je crois, Didier et Mathieu, quelques questions qui sont arrivées pour Richard sur les missions dont il a parlé. Oui, merci Éloi.
Je pense qu'on m'entend. Oui. C'est formidable. Donc, il y a une première question de Chess Gaston pour Richard, mais je pense que Richard il y a déjà répondu dans son intervention. Chess Gaston demande comment concrètement votre mission s'exerce avec les différents acteurs internes, FFE externes, sur les différents secteurs information, label et honorabilité. Je crois que c'était l'objet de l'exposé, non? Oui, oui. Encore une fois, j'ai pas vocation à intervenir directement auprès des clubs, sauf si on me le demande au cas par cas, mais c'est plutôt un travail en amont. Mais encore une fois, les clubs devraient sentir, si c'est bien fait, la plus-value que je peux apporter. D'accord, merci beaucoup, Richard. FTU 34, donc nous allons découvrir vos pseudos pendant cette soirée, hein. FTU 34 a deux questions concernant l'honorabilité. Il a cru dire que ça concernait tous les licenciés. Est-ce que Non, tu ça peux ne concerne préciser, pas tous Richard? Non, ça ne concerne pas tous les licenciés. Ça concerne les éducateurs, bénévoles ou rémunérés. Ça concerne les dirigeants, à savoir le bureau des clubs. Et ça concerne tous les bénévoles qui ont qui ont affaire à des mineurs, ainsi que les éducateurs et les arbitres. Voilà. Donc voilà la cible, mais donc pas tous les licenciés, non. D'accord, et il questionne à propos des capitaines d'équipe. Alors normalement, c'est une question intéressante, mais c'est en train d'être traité. En fait, les joueurs, enfin les licenciés qui, vis-à-vis de leur propre, je veux dire, des membres de l'équipe, n'ont pas à faire une déclaration d'honorabilité aujourd'hui. C'est pas encore demandé. Donc pour les capitaines d'équipe, pour l'instant, ça ne l'est pas. Par contre, rien n'interdit de le faire. Une fédération peut aller au-delà et dire, ben, on propose aux capitaines d'équipe de faire une déclaration sur ce sujet. Mais c'est pas, ça fait pas partie du public cible actuellement. D'accord, merci. Corto M34 demande si le contrôle d'honorabilité concerne en fait un casier judiciaire vierge. Alors, la contrôle d'honorabilité, ça se passe comme ça. On donne quelques informations et ensuite, c'est le ministère hein, qui va confronter ces fichiers en respectant les données personnelles, bien sûr, avec les fichiers du ministère de la Justice. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est qu'il n'y a pas de difficulté. Donc, c'est comme ça, c'est comme ça que ça se fait. Donc, si le casier est vierge, la personne peut bien sûr se déclarer, et ben, il n'y aura aucun souci. Voilà. Donc, mais il faut le faire. Il faut se déclarer. Par contre, si on fait partie du public cible, même si on a un casier judiciaire vierge. Alors, peut-être D'accord, merci. Didier, on va arrêter les questions, en tout cas précises et techniques sur le contrôle de l'honorabilité. On rappelle qu'on a une adresse Ouais. spécifique dédiée à ces questions, que nous allons recommuniquer très fréquemment sur le sujet et mettre à jour toujours la documentation. Je pense que voilà, moi je voulais vraiment que Richard se présente. Là, on a un point info annuel avec tous les enjeux fédéraux et toute l'équipe. Donc, on ne va pas aller trop en profondeur dans le sujet du SI honorabilité qui est nouveau, qui est vaste et qui est, comme l'a dit Richard, extrêmement important, qui protège les clubs. Donc, je vais juste rappeler, faites-le en tant que président, vous pouvez demander le contrôle d'honorabilité de vos encadrants. Les encadrants peuvent le faire eux-mêmes, les licenciés peuvent le faire eux-mêmes. C'est très important et ça protège le club. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Donc, pour conclure sur les missions de Richard, donc Institut national de formation, c'est très structurant. Le SI honorabilité, très important. Les labels, c'est pour les clubs. On était en retard sur ce sujet et je suis très heureux que Richard, avec l'expérience qu'il a des autres fédérations, puisse nous permettre d'avancer plus vite en étant très spécifique sur notre sujet à nous. Et le projet éducation nationale, on y reviendra également. Donc, je vais remercier Richard pour son intervention. De toute façon, voilà, on reverra Richard puisqu'il est avec nous pendant 18 mois et j'en suis très heureux. Merci beaucoup, Si, Richard. merci de votre écoute. Je vais faire une petite transition, mais sur ces projets de structuration, on a effectivement des grands chantiers en cours. On a le système d'information de la Fédération française des échecs qui est éminemment important également et qui est très structurant. Et enfin, je voulais aussi en profiter pour annoncer la nouvelle charte graphique que vous avez peut-être pu découvrir avec un nouveau logo, une charte plus dynamique, plus au goût du jour, qui, je crois, a été très appréciée
par le public, par les licenciés, les présidents de club quand ils l'ont découvert. En tout cas, on avait mis toutes les chances de notre côté pour que ce logo soit réussi. On avait fait beaucoup de panels, on avait interrogé beaucoup de gens, on a fait travailler des marketeurs euh, qui nous ont conseillé, ainsi qu'un concours pour des graphistes aussi. Enfin, on a fait un process assez long et au final, le logo, à mon sens, représente parfaitement bien notre fédération dans son ensemble. On a choisi un pion qui est la pièce qui va représenter notre fédération. Il est il est populaire. Je pense que c'est quelque chose d'important. Les échecs ne sont pas réservés aux élites. Le pion est la pièce emblématique, la pièce populaire. C'est également un coq avec une crête en forme de flamme olympique. C'est également un clin d'œil aux jeux électroniques avec cette petite tête de robot. Et enfin, les trois plumes bleues, un peu aux couleurs éducation nationale, représentent pour moi les trois commissions essentielles de la fédération, que sont l'éducation, donc la commission scolaire, la commission santé sociale handicap et la commission mixité pour la féminisation des clubs. Voilà ce qui se cache derrière ce logo. Je vais maintenant passer la parole à Manon Brissot-Franck, responsable du pôle développement, qui va qui va vous présenter son rôle au sein de notre fédération, ainsi que les projets qu'elle porte actuellement, les projets donc de développement. Bonsoir Manon. Bonsoir à tous. Je suis ravie de rencontrer ceux que je n'ai pas pu voir lors de l'AG à Agen. Donc, je suis responsable du pôle développement de la Fédération française des échecs. Concrètement, ça, c'est faire grandir les trois programmes que sont Classe Échec, Infinite Autisme et Mille Échiquier, et piloter tout ce qui est opérationnel pour la mise en place de ces projets. Je vais rentrer un peu plus dans le détail de chacun des projets. Donc, Classe Échec, c'est le grand programme scolaire de la Fédération française des échecs qui prend place dans les écoles primaires. Donc, pour vous, le sens de mon poste, c'est de peut-être rentrer en contact avec moi pour que je puisse vous aider à faciliter vos relations avec les écoles primaires à côté de chez vous, ou vous aider à donner les bonnes informations aux écoles primaires qui sont près de chez vous pour qu'elles puissent bénéficier d'un kit échec qu'on leur met à disposition après un prix de 80 euros. Pour cela, donc à la fin de ma présentation, il y aura mon email qui s'affichera. Donc, vous n'hésitez pas à me contacter ou à m'appeler pour que je puisse vous accompagner dans aussi des questions auxquelles j'ai pas pensé, mais qui vous sont importantes et qui vous bloquent dans votre développement de vos clubs en lien avec les enfants, puisque Classe Échecs, c'est aussi une bonne opportunité d'avoir plein de jeunes qui se mettent aux échecs, qui découvrent chaque année les échecs et qui du coup ont envie de mieux participer. Ça peut être aussi l'opportunité d'organiser en lien avec les écoles des tournois en fin d'année. Et donc toutes ces questions-là, je suis la bonne personne pour en discuter, échanger et voir comment on peut organiser ça avec la Fédération française des échecs. Il y a le deuxième programme qui est important et qui prend pas mal de temps à la Fédération française des échecs, c'est Infinite Autisme, qui est le programme qui permet, c'est un outil qui aide les enfants atteints du spectre du trouble autistique à travers le jeu d'échecs à avancer et à mieux se développer. On a un partenariat avec la région Île-de-France. On a une dizaine d'IME cette année qui sont partenaires et des formateurs qui sont donc formés par nos formateurs pour apprendre le jeu d'échecs à ce public qui est plus particulier et qui permet à ces enfants-là d'avoir une inclusion plus importante, une façon de communiquer différente avec les autres. C'est aussi l'opportunité de créer d'autres liens avec les clubs. Et pour les clubs, c'est potentiellement aussi l'opportunité de savoir comment accueillir un enfant qui est atteint du trouble autistique et quels sont les outils pour pouvoir lui donner des cours qui sont adaptés à son profil. Et enfin, il y a le programme Mille Échiquiers qui a pour but de valoriser les cafés en France on a réalisé, qu'on réalise et qu'on est en train de mettre en place avec notre partenaire Clésia et Mille Cafés. Donc les cafés prioritaires sont ceux du réseau Mille Cafés. Si jamais il y en a autour de vous que vous connaissez, surtout n'hésitez pas à nous faire remonter ces contacts-là. Et si vous avez envie de vous investir dans l'accompagnement du jeu d'échecs dans un café près de votre club,
idem, la bonne façon de faire, c'est de me contacter pour qu'on puisse vous répertorier et qu'on puisse vous associer à ce projet qui va permettre de développer les échecs en France sur un autre public qui n'est pas toujours qui n'a pas toujours toqué à la porte des clubs et qui pourtant peut être de super adhérents et donner une bonne dynamique à nos clubs. Ça, c'est les 3 grands projets sur lesquels je travaille au quotidien. Et surtout, n'hésitez pas à me poser des questions. Merci, merci Manon. Hein. Donc, effectivement, s'il y a des questions au sujet de ces 3 grands programmes de développement que Manon vient de vous présenter, c'est des programmes qui sont assez lourds. Donc, je le précise quand même parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais Classe Échec, par exemple, c'est 2000 écoles équipées. Donc, ça veut dire 2000 colis à expédier, ou en tout cas à faire expédier et à suivre. C'est 4400 professeurs avec lesquels il faut communiquer, il faut mettre à jour les supports pédagogiques, il faut mettre en relation avec le formateur et mettre en relation avec les clubs, ligues et CDJE pour faire cette année des sorties scolaires, pour faire cette année des événements pour les enfants. On a fait le défi Marc Léry l'année dernière, on va en refaire d'autres. Donc, vous êtes directement concernés et c'est Manon qui va s'occuper de justement de vous dans le cas où vous l'appelez pour lui dire voilà, je souhaite dans mon CDJE faire des animations classe échec, je souhaite contacter les écoles, quels sont les outils que la fédération peut mettre à disposition pour cela. Nous avons des propositions, nous avons un groupe de travail qui a fait qui a généré beaucoup d'idées qu'on peut présenter à chaque comité directeur. Ça fera l'objet de visio spécifiques sur le sujet. Quant à 1000 échiquiers, eh bien, dès que nous aurons identifié les premiers cafés, et les clubs à proximité recevront donc une proposition pour aller faire des animations rémunérées dans les cafés. C'est aussi notre volonté de proposer aux animateurs clubs des perspectives non seulement financières, mais aussi de développement de club. Donc voilà. Et merci Manon. Est-ce qu'il y a des questions, Didier ou Mathieu, sur les projets de développement fédéraux? Pardon, non, pas de question. Il y a juste une question concernant les demandes d'affiliation avec la Fédération française du handicap et la Fédération française du sport adapté. Oui, alors De l'an 1972. tout à fait. C'est typiquement un dossier que Richard va pouvoir prendre. J'en ai pas encore discuté avec lui. Je viens de discuter avec la fédération, la présidente de la fédération de para, qui me dit bien sûr les échecs sont bienvenus, bien sûr discutons-en. Donc c'est une volonté aussi du bureau fédéral d'aller dans cette direction. Nous avons le bon contact et nous avons la personne qui va mettre en musique cette volonté d'affiliation. Je ne sais pas si Didier Pascal, qui est également très pointu sur ce dossier, peut peut-être nous en dire un petit peu plus. Oui, c'est un sujet qu'on avait regardé notamment dans le cadre de l'ANS où l'inscription dans le Handi-Guide était nécessaire pour toutes les actions liées à l'inclusion de personnes en situation de handicap. On avait regardé ça avec Laurent Nouveau. En effet, il y a un travail maintenant administratif de rapprochement pour se faire reconnaître par la FFH et la FFSA, donc Fédération du sport handicap et Fédération du sport adapté. Donc voilà, c'est en cours, c'est essentiellement un sujet administratif. Voilà, donc il faut qu'on fasse le dossier, qu'on se rende compte, qu'on mette en place les liens. Donc, je pense que ça sera Laurent Nouveau qui va piloter le sujet avec Richard Oswald pour faciliter justement ces relations. C'est une question de semaines, peut-être de mois, voilà. Mais c'est un sujet pour la saison 2023-2024 de toute façon. Merci Merci. Didier. Il est demandé les contacts des différents intervenants. Vous avez bien sûr la bulle de chat sur le site fédéral, donc n'hésitez pas et on vous orientera systématiquement vers la bonne personne pour vos interrogations tout au long de l'année. Je précise donc également que dans les effectifs fédéraux, nous allons accueillir un alternant qui va nous rejoindre pour 1 an à partir de demain, qui est joueur d'échecs au club de Joinville, qui fait une école de marketing sportif et qui va accompagner Manon sur les projets de développement qui sont extrêmement exigeants en termes de temps, notamment sur l'opérationnel, pour qu'on puisse dégager plus d'énergie sur le développement des projets
plus que sur l'opérationnel. Nous avons donc maintenant des effectifs assez robustes au siège et j'en suis soulagé et très heureux. Voilà, ça va nous permettre d'aller plus loin. Le point suivant que je souhaitais aborder avec vous avant que Didier Pascal nous parle de la campagne ANS, c'était comment réussir sa rentrée. Alors, vous le savez, je suis pas président de club, donc je vais vous donner des recommandations que je n'ai jamais appliquées. Mais néanmoins, il y a quelque chose de très important, je pense, c'est que on est face à une énorme croissance. Donc, vous devez la ressentir aux portes de vos clubs. Et je pense que le premier enjeu pour les clubs aujourd'hui, c'est de gérer les nouveaux licenciés qui arrivent de plus en plus nombreux. Donc, je pense que le premier effort à faire, c'est de s'adapter au volume qui grandit, tout en conservant un très bon accueil, un très bon service, peut-être en ouvrant des nouveaux créneaux de cours, mais en restant sur les projets que vous avez déjà. Donc, consolidez toujours ce que vous avez déjà construit, adaptez-vous à la croissance. Je pense que c'est une très bonne approche. Bien entendu, si vous voulez aller plus loin, pour profiter et bénéficier pleinement de cette croissance, peut-être même pour créer des emplois par la suite, puisque c'est bien là-dessus qu'on va quand la fédération grandit. On se structure, on se professionnalise. Eh bien, vous pouvez vous emparer des projets fédéraux qu'on vous a présentés. Donc, discuter avec Manon, ça sera des leviers de développement forts pour les clubs, notamment Classe Échec qui est le plus immédiat. Mais on peut dire que l'autisme aussi pourra le faire. Vous pouvez faire un club qui accueille les enfants en situation d'autisme, de troubles du spectre autistique. Vous pouvez également aller vers la ruralité avec les mille cafés si vous êtes dans cette logique. Donc, vous pouvez toujours bénéficier des programmes fédéraux. Notre agence de communication mettra à disposition pour vos joueurs talentueux, vos jeunes, des communiqués de presse type pour communiquer sur l'activité du club. Donc ça vous fait des simplifications sur comment faire pour accéder à la presse locale. Ça sera aussi une possibilité. Et je souhaite cette année que chacun mette vraiment l'accent sur l'accueil des joueuses. Quelque chose qui me paraît très important parce que les chiffres ne montent pas. On sait tous, on sait qu'on est à 20% de joueuses dans nos clubs et c'est pas normal. Il y a un effort à faire. Donc si vous avez la chance d'avoir plusieurs joueuses qui viennent au club, essayez vraiment de les garder. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel pour le développement de la discipline, de tendre vers cette mixité filles-garçons au sein de vos clubs. Ça met une très bonne ambiance et ça fidélise vraiment les hommes et les femmes qui sont dans le club. J'aurais tendance aussi à essayer de vous solliciter pour faire un effort sur garder vos primo-licenciés. C'est les licenciés de la saison précédente qui ne reviennent pas dans le club. Alors, c'est dans toutes les fédérations pareil, c'est très compliqué. Il y en a beaucoup qui ont abandonné en cours de route. Mais un effort particulier sur notamment les jeunes. On arrive à garder que 32% de nos primo-licenciés. Faire un effort là-dessus serait très, très bien. Ça montrerait une qualité d'accueil, une qualité de vos éducateurs, de vos dirigeants. Et surtout, ça consolide, puisque quand on est licencié 2 ans, eh bien après, on reste 3 ans, 4 ans, et après, on reste vraiment définitivement. Donc, pour voilà un peu les recommandations pour faire grandir notre sport que je peux vous proposer. Sur les dispositifs d'aide d'État, le passeport fonctionne toujours cette saison. Si vous avez des questions, Mathieu ou Didier auront les réponses sur comment réceptionner les 50 € du passeport pour payer adhésion ou licence. Le certificat médical simplifié depuis l'année dernière ne change plus. Et il y a une modalité de transfert de joueurs qui a été simplifiée aussi. Ça, je peux pas vous en dire plus, mais peut-être que Didier ou Mathieu peuvent détailler un peu cette mesure qui a été votée au dernier comité directeur. D'accord. Oui, bien sûr. Pardon. Très brièvement, c'est une mesure assez simple, c'est-à-dire que vous savez peut-être qu'auparavant, lorsqu'un joueur ne faisait pas une demande de transfert, son président de club pouvait s'opposer à ce qu'il joue des interclubs. S'il changeait de club, bien sûr, il pouvait s'opposer à ce qu'il joue des interclubs avec sa nouvelle équipe. Il se trouve qu'on a eu 2-3, je dirais, difficultés des fois avec des joueurs qui n'étaient pas forcément au courant de ces modalités et qui, de bonne foi, déménageaient dans une autre région, mais comme ils n'avaient pas fait de demande de transfert, eh bien, le président de club s'opposait
à leur participation. Donc ce qu'on a mis en place, enfin ce qu'on a voté au dernier comité directeur à l'unanimité, c'est simplement la suppression de cette mesure, donc qui facilite, puisque désormais lorsque quelqu'un va prendre une licence dans un autre club, eh bien ça va simplement déclencher une demande de transfert. Alors bien évidemment, on encourage par courtoisie tous les joueurs de toute façon à prévenir les clubs dont ils sont auxquels ils sont affiliés la saison précédente si jamais ils souhaitent le quitter. Mais c'est vrai que cette mesure était parfois contraignante et a entraîné des situations où je dirais des joueurs qui avaient déménagé et qui étaient de bonne foi ne pouvaient plus participer pour le compte de leur nouvelle équipe. Merci Mathieu pour ces précisions sur le transfert. Est-ce qu'il y a des questions sur bien réussir sa rentrée? Est-ce qu'il y a des suggestions peut-être pour bien réussir sa rentrée que vous pouvez nous remonter ou Oui, échanger enfin, entre vous? une question un petit peu générale. Comment relancer les licenciés des années précédentes qui n'ont pas réadhéré? Alors, normalement, je pense que vous avez les contacts de vos licenciés. Nous, à la fédération, on ne les a pas, parce que la fédération ne prend pas les coordonnées des licenciés, sauf si le licencié souhaite les faire apparaître sur le site et les communiquer. Donc, normalement, vous pouvez faire des relances par email, mais après, je vais laisser les spécialistes du club. Peut-être Didier, toi qui a le club de Sainte-Foy-Échec qui monte très fort, je suppose que tu contactes bien les licenciés qui ne sont pas revenus. Ah bah on les oblige à revenir. Non, non, mais oui, le principe est assez simple. Hein, je rappelle que tout licencié est membre de nos clubs. Donc, on a les coordonnées, les téléphones, les adresses mail. Nous, on utilise beaucoup le mail. Hein, les gens, c'est ce qu'ils préfèrent aussi. On fait une petite piqûre de rappel au mois de juin. Et puis là, en septembre, ben, on les voit lors des forums des associations, lors des premières journées portes ouvertes au club, etc. Bien sûr, il y a des gens qu'on revoit pas, c'est la vie, les gens bougent, les enfants testent plusieurs sports. Donc c'est pour ça qu'il faut voilà, il faut plutôt l'action se fait plutôt au mois de juin que là au mois de septembre où les familles et les enfants sont sursollicités, alors que au mois de juin ils sont chez nous dans nos clubs, on peut plus facilement nouer une relation pour qu'ils reviennent l'année suivante. Voilà. Mais bon, chacun ses petits trucs. Voilà, le but c'est quand même d'établir une relation. Je voyais encore récemment quand même qu'il y a quelques clubs qui n'ont pas de page Facebook, enfin en tout cas ne sont pas présents sur les réseaux sociaux ou même n'ont pas de site internet. Bon, bah aujourd'hui c'est quand même un peu un passage obligé pour établir des relations fluides avec nos adhérents. Donc, bon, voilà, essayer de faire un effort. C'est relativement facile de faire une page Facebook. Il n'y a pas besoin d'être informaticien. Un site internet, bon, c'est plus compliqué, mais une page Facebook, c'est aujourd'hui largement suffisant pour garder le lien avec nos membres, nos licenciés. Voilà, en quelques mots. Merci Didier. Jean-François 08 320 souhaite revenir sur cette disposition concernant les modalités de transfert, hein, donc une simplification en septembre, et pense qu'il est judicieux, pardon, de décaler la constitution des groupes, car les clubs ne peuvent plus savoir avant septembre si les joueurs restent. Voilà. Mathieu, peut-être? Oui, alors en fait, c'est pas tout à fait exact parce qu'en fait, c'était déjà possible avant, puisque avant, une demande de transfert, la période de transfert, qui est d'ailleurs toujours existante aujourd'hui, la période de transfert libre, elle est entre le 15 juillet et le 30 septembre. Donc en fait, déjà l'an dernier, vous pouviez avoir un joueur qui ne vous disait pas au mois de juin qu'il s'en allait dans un autre club l'année d'après et qui, le 28 septembre, faisait sa demande de transfert qui était automatiquement acceptée. Et s'il faisait sa demande de transfert, eh bien, il partait jouer dans un autre club sans aucune limitation. Donc, de ce point de vue-là, il faut bien voir que cette modification réglementaire n'a absolument rien changé. C'est-à-dire, pour la constitution de vos équipes, c'est toujours pareil. Ce que cette modification a changé, c'est uniquement que là où avant
un joueur qui ne connaissait pas tout à fait les règles pouvait se faire, je dirais, piéger, puisque au 28 septembre, il changeait de club, mais il oubliait de faire sa demande de transfert auparavant. Et bien désormais, ce n'est plus le cas. Dès lors qu'il se licencie dans un autre club, c'est une demande de transfert. Mais ça n'a rien changé. La période de transfert libre, c'est-à-dire le moment dans lequel on a le droit de changer de club sans l'aval de la commission d'homologation, puisque vous savez qu'en dehors, sinon il faut demander l'autorisation à une commission. La période de transfert libre reste toujours entre le 15 juillet et le 30 septembre. Merci, merci Didier, merci Mathieu. S'il n'y a plus de questions, on va passer au point suivant. On peut avancer. On peut avancer. Alors j'en profite pour saluer notre trésorier général, Éric Leroll. Bonsoir Éric. Bonsoir à toutes et tous. Et nous allons justement parler finance des clubs, en tout cas la subvention annuelle de l'Agence nationale du sport. Donc elle est de deux ordres. Il y en a une effectivement qui va pour le projet sportif fédéral, donc pour la fédération pour développer les projets que nous proposons à l'Agence nationale du sport. Et il y a une énorme enveloppe qui est destinée à aller aux organes déconcentrés, donc les clubs, les ligues et les comités. Cette saison n'est pas comme les autres. Enfin, elle est comme les autres, mais elle est différente. Et je laisse Didier vous donner les détails de ce qui s'est passé dans cette campagne ANS 2023. Oui, donc sur l'ANS 2023, ça a été une grosse campagne avec beaucoup de demandes. Donc j'avais fait une présentation de cette campagne-là lors du dernier comité directeur, et donc vous verrez, il y a un document joint qui présente tous les chiffres, etc. Donc je ne vais pas vous les reciter, mais voilà, il faut savoir qu'il y avait 153 structures qui ont déposé des dossiers pour 266 actions. L'ensemble de ces actions représentait un budget de 3 millions d'euros. Il y avait 1,3 million de demandes de subventions ANS. Et en fait, l'enveloppe ANS est seulement de 422 700. Donc voilà, donc d'où la nécessité de noter chaque action, de faire un tri et de donner l'enveloppe à ceux qui ont les meilleurs dossiers. Donc, en effet, il y a eu beaucoup de déçus, mais comme en proportion comme les autres années. Sur les 266 actions, 158 ont obtenu une partie de l'enveloppe ANS, une aide, bien sûr. Il y a eu 108 actions qui n'ont pas obtenu une aide de la part de l'ANS. Donc pour chaque action qui n'a pas obtenu, je fais une réponse personnalisée à chaque club ou chaque structure qui est derrière cette action-là. Alors j'ai pris un peu de retard parce que vous me voyez là, mais j'ai quelques soucis de santé, donc depuis un mois, je n'ai pas travaillé sur ce mail d'information, donc tout le monde n'a pas reçu. Il y a à peu près encore une 35 structures qui n'ont pas reçu ce mail personnalisé d'information. Suite à ce mail, vous pouvez me rappeler, il n'y a pas de souci pour comprendre, pour mieux savoir. Enfin voilà, des fois dans les mots, on peut pas toujours mettre tout ce qu'on veut. Donc il n'y a aucun souci, je suis disponible. Tout a été fait en transparence, hein, et un certain nombre d'éléments qui ont été mis sur le site de la fédération. On a fait un point avec l'ANS et Eloi la semaine dernière, de mémoire, ou la semaine d'avant, pour justement préparer la prochaine campagne qui s'annonce déjà très rapidement. Donc, on fera sûrement évoluer, au vu de la campagne de cette année, un peu la cotation des actions pour prendre d'autres facteurs en compte. Voilà, donc on va travailler sur ce sujet-là. Vous serez bien sûr avertis, et il y aura des présentations sur ce nouveau modèle de présentation de la notation des actions bien avant le lancement de la campagne. Donc je pense aux alentours du mois de février 2024, on reviendra vers vous sur ce sujet-là. Sinon, je pense que sur les 158 actions qui ont obtenu quelque chose, ils sont très contents. J'ai vu quelques informations sur Facebook, justement, de clubs qui ont déjà lancé leur action et qui font référence au financement de l'ANS. Je vous rappelle que c'est une obligation de préciser dans vos communications sur ces actions-là que l'ANS est un des financeurs de cette action-là. Donc, vous pouvez récupérer le logo sur leur site, sur le site de la fédération. Voilà. Donc,
n'oubliez pas, bon, après, l'ANS n'est pas à cheval sur le sujet, mais c'est toujours bien de rappeler que, il y a une partie du financement de l'action, qui arrive de l'ANS. Ils sont toujours très contents de pouvoir répercuter ces sujets de communication. Voilà ce que je peux dire rapidement. Le gros axe qui a fait l'objet de la majorité de l'enveloppe, c'est l'axe scolaire, bien sûr. C'est là où la plupart des structures ont déposé des demandes, mais il y a aussi la féminisation, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà, le sport santé, enfin thérapeutique, a été moins sollicité. C'est vrai que ce sont des dossiers compliqués sur lesquels l'ANS regarde de très près si tout a été respecté. Donc il y en a un peu moins qui ont été financés cette année. Bon, après, voilà, c'est ça aussi, ça dépend de plusieurs facteurs au sein des clubs. Il faut appréhender ces sujets-là. Il faut avoir des retours d'expérience. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a des Merci. questions sur le sujet. Ouais, alors moi Oui. je complète peut-être juste un peu avant les questions. Donc déjà remercier le comité technique qui a noté toutes ces actions. Je crois qu'il y a eu plus de 1000 notes ou 1300 notes qui ont été 9 900 notes. presque 10 000 notes, donc Voilà, c'est voilà, ça. qui ont été effectuées, donc lecture des dossiers, ainsi de suite. Que la fédération, ou en tout cas ni le comité technique ni le comité de pilotage n'ont la décision finale sur ce qui va être versé, c'est-à-dire que on travaille, on instruit pour l'ANS, on crée la note de cadrage avec l'Agence nationale du sport, et à la fin, on rend les copies sur la base de ce qui a été convenu ensemble. Et ensuite, l'agence décide de valider la proposition qu'on va lui faire. Donc, c'est un travail qui est extrêmement conséquent, très difficile, et pour lequel, sur les propositions pour l'année prochaine, c'est-à-dire ce qui nous a été remonté, ce qu'on va proposer au comité directeur de novembre pour proposer à l'ANS derrière, c'est de favoriser les structures qui ont éventuellement de l'ancienneté, des références ou un grand nombre de licenciés. C'est pour éviter d'avoir un projet d'une extrême qualité d'un club qui vient de se créer, ce qui a pu arriver par le passé, qui pourrait justement prendre une belle partie de cette enveloppe, alors qu'un projet loupé, tout le monde peut louper son projet, se retrouverait très fortement sanctionné par un zéro. Ça a pu arriver aussi, et ça nous paraît pas être une bonne répartition. Donc on va en discuter avec le comité directeur, avec la NS, éventuellement avec vous les clubs aussi, puisqu'on peut contrôler en amont les règles du jeu de cette campagne ANS, en tout cas pour partie, et on va essayer petit à petit d'améliorer. On rappelle que c'est la 3e campagne ANS de la Fédération française des échecs. Avant, c'était le CNDS, donc on ne s'occupait de rien. C'est-à-dire, c'est vous, structure, qui posiez vos dossiers au CNDS. Aujourd'hui, ça transite par la fédération, et donc on va travailler avec vous, avec la NS, pour que la répartition à la fin soit de plus en plus satisfaisante. Dernier point que je voulais préciser, l'enveloppe, notre assiette de base monte systématiquement depuis 3 ans. La cause, il y en a plusieurs. Il y a la qualité des demandes des dossiers, donc et la réalisation des actions des dossiers. Donc ça, c'est quelque chose auquel la NS est sensible. L'augmentation du nombre de licenciés et également notre reconnaissance institutionnelle de la délégation et du conseiller et du CNOSF. Voilà pour cette montée d'enveloppe. Et donc, il faut continuer à faire des dossiers, faire les actions et développer notre sport grâce à cette enveloppe qui est dédiée à ça. Voilà, j'ai fini Je peux passer la parole à Didier pour les questions. Oui, une question pour l'instant. Donc, Chess Gaston demande s'il est possible de prévoir plus de temps pour monter et déposer les dossiers ANS en 2024. Peut-être pour Didier. Oui, on n'est pas maître du planning. C'est l'ANS qui nous impose le planning, de début et de fin. Enfin, l'ensemble des fédérations avaient reproché à l'ANS que le versement des subventions dans l'été pour l'année, pour l'exercice 2023, par exemple, les versements se font fin juillet, mi-août. Bon, c'est quand même très difficile pour les clubs qui ont déjà engagé l'action depuis le mois de janvier. Ces financements arrivent très tard. Donc ils ont voulu avancer le calendrier. Le problème, c'est que ils réduisent le temps de dépôt de la part des structures. Donc là, cette année, toutes les fédérations sont montées au créneau pour leur dire, c'est pas satisfaisant non plus de nous obliger à rendre les dossiers en mai. Voilà.
Donc, je pense qu'on va reparler avec eux d'un nouveau planning. Il y a pas de bonne solution. L'ANS est contraint par le budget de l'État de faire les actions sur l'exercice annuel civil. Et il faut le temps d'instruction, voilà. Donc, il faut démarrer en février. Ça leur semble très compliqué pour eux parce qu'il faut qu'ils valident les notes de cadrage, etc. Enfin, il y a tout un travail administratif insoupçonné de la part des clubs, bien sûr, et tant mieux pour eux, mais très présent pour l'ANS et pour les fédérations. Donc, je crains qu'on soit toujours sur ces créneaux-là. Je pense que cette année, ils vont nous remettre un mois de plus parce que là, c'était vraiment la crise cette année, avec seulement un mois pour déposer les dossiers. C'est vraiment très, très court. Je pense on aura un mois supplémentaire cette année, mais je crains que ça ne bouge pas plus, quoi. Merci. John VLR de Tourcoing demande comment savoir pour améliorer nos notes, mais je crois que c'est lié à ce que tu disais tout à l'heure, Didier, sur les réponses personnalisées. Oui, donc j'ai 108 mails à faire. J'ai dû en faire 87, je crois. Il m'en reste encore un certain nombre. Voilà, j'ai dû m'arrêter au fin juillet de faire ces mails-là. Ça, je vais essayer de les reprendre là d'ici fin septembre. Mais tout le monde aura sa réponse et courant octobre, de toute façon, on pouvait revenir vers moi à tête reposée pour reprendre votre dossier, voir mieux comprendre peut-être la note. Voilà, il y a aucun souci. Ça peut être moi, ça peut être aussi Laurent Nouveau parce on maîtrise aussi bien ces dossiers-là et en tout cas, nous, on est là, à votre service. Vous pouvez déjà envoyer un mail. Voilà. Il y a aucun problème pour comprendre, pour améliorer le dossier. C'est le souhait et c'est la volonté de la fédération, hein. Voilà. John souhaite aussi pouvoir améliorer en fait ces dossiers, même des dossiers acceptés, donc avoir des éléments par rapport à ça, mais je pense qu'il est possible de contacter le comité tout au long de l'année pour ça. Oui, 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 oui. Il y a pas, il y a pas de zone interdite. Voilà. Dès que vous avez eu une réponse positive, négative, vous pouvez me rappeler. On peut convenir d'un rendez-vous. J'ai fait énormément de visios cette année avec des clubs, hein, en tête à tête. On regarde le dossier, on essaie de comprendre ce qui va pas, ce qui va bien. Enfin bref, voilà. Il y a pas de problème. On est là. Et une dernière question peut-être sur ce sujet avant de passer au suivant. Walter Modal questionne et demande s'il est possible de préparer des dossiers en amont avant les dates de dépôt. Euh, et il questionne en fait sur le fait, est-ce que les critères vont changer beaucoup ou pas? Non, les critères vont évoluer avec plutôt des critères supplémentaires, notamment ce que dit Éloi on a aujourd'hui, on n'avait pas de critères sur la structure qui déposait le dossier. Et en effet, on jugeait que le contenu du dossier. Donc là, on va sûrement rajouter des critères pour évaluer aussi quelque chose autour de la structure. Sur l'évaluation du dossier, les critères vont rester, ils vont peut-être avoir une forme un peu différente, mais c'est toujours la même chose. Ils nous sont un peu imposés par l'ANS, hein. C'est quelle est la capacité à la structure de piloter ce projet-là. Donc, en termes de pilotage, on entend le nombre de personnes qui sont sur le dossier, le planning, le respect du planning, etc. Comment on évalue le dossier. Enfin voilà. Donc ça bougera pas. Alors après, c'est peut-être la pondération qui va bouger, etc. Donc ça n'empêche pas de travailler le dossier en amont. Il faut faire juste attention que les axes peuvent évoluer. Il peut y avoir des axes qui disparaissent ou qui apparaissent. Moi, je peux quand même aujourd'hui, en septembre, vous dire que quand même le scolaire, la féminisation, l'inclusion de personnes en situation de handicap sont des axes qui resteront. Après, le sport santé thérapeutique et puis euh, la, j'ai oublié le terme, mais je vais le retrouver tout de suite, qui est la promotion des échecs, initiation à la démocratie par les échecs. Ça, c'est plus aléatoire, c'est vraiment des sujets qui sont discutés entre toutes les fédés et l'ANS, et après, c'est la majorité qui fait que l'axe reste ou pas. Donc, mais sur les trois axes, qui sont quand même 95% des dossiers des structures, des clubs, des ligues et des comités, vous pouvez déjà commencer à travailler là-dessus, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, vous pouvez me contacter ou contacter Laurent Nouveau et on peut regarder ensemble si, on va dire,
vous respectez enfin les grands critères qui permettent d'avoir un dossier recevable et qui peut avoir potentiellement une bonne note. Merci, merci Didier. Je pense qu'on va arrêter les questions sur le sujet de l'ANS. Donc, vous avez compris, n'hésitez pas à nous contacter. On essaie toujours de se remettre en question, de progresser et de permettre à tous de bénéficier au mieux de cette enveloppe pour le développement de notre sport. C'est bien l'objectif. Je vais vous parler maintenant du sujet des violences sexistes et sexuelles. Donc, on a longuement parlé. Richard vous a présenté tout à l'heure le contrôle de l'honorabilité, a répondu à quelques questions. Ça a été voté en comité directeur depuis mars. Il est aujourd'hui indispensable pour chaque personne dans les clubs qui peut être en contact avec les mineurs, chaque dirigeant de structure, chaque entraîneur, chaque arbitre, d'être soumis au contrôle d'honorabilité. Donc pour cela, vous pouvez le faire avec sur votre espace licencié, vous pouvez le faire par votre président de club, mais ce point est essentiel et donc on le met en place là, ça commence maintenant, c'est-à-dire que ceux qui ne seront pas passés par la case contrôle d'honorabilité ne seront plus affichés, notamment dans les détenteurs de DIF, de DAF et de DEF très prochainement. Donc on avance très vite sur ce sujet-là qui est important sur les violences sexistes et sexuelles, hein, puisque c'est un fichier de contrôle avec différents services de l'État qui vont pouvoir garantir qu'une personne n'est pas actuellement condamnée ou a déjà des antécédents sérieux et une interdiction de fréquenter notamment des mineurs. Donc sur le sujet des violences, nous avons mis en place dans le partenariat avec Colosse au pied d'argile en 2022 un premier partenaire, une première méthode de travail sur le circuit de signalement. Très important que les victimes de violences puissent en confiance s'adresser à un interlocuteur. En l'occurrence, peuvent s'adresser à Colosse ou à Signal Sport, Colosse qui est une association spécialisée, et que les signalements soient bien traités. Bien traités entend le respect des victimes, le respect de l'anonymat notamment, et la protection principalement contre les présumés agresseurs. Donc on n'hésite pas, puisqu'on a vraiment une politique de tolérance zéro sur ce sujet. On veut que notre sport soit complètement voilà, que ça soit terminé dans notre sport. Donc, dès lors que le faisceau d'indices, de soupçons qui sont remontés, que les signalements se croisent, que les témoignages se croisent, nous n'hésitons pas à prendre des mesures conservatoires sur les présumés agresseurs pour ne pas qu'ils puissent être de nouveau en contact avec la victime. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel à mon sens. Donc, c'est notre circuit de signalement et tous les signalements sont traités. Voilà. Il n'y a pas d'autres possibilités. Plus récemment, vous avez peut-être vu sur les réseaux et dans la presse la lettre ouverte des 14 joueuses. Donc, il y a un témoignage courageux de 14 joueuses d'échecs françaises qui déclarent avoir été victimes ou témoins, ou les deux, de comportements sexistes et sexuels déplacés envers elles. Ça a été un peu une bombe, c'est arrivé de façon très forte. C'est une libération de parole, donc c'est quelque chose qui nous a touchés et qui va dire qu'il nous presse le pas, puisque maintenant nous allons euh, mobiliser nos énergies pour faire de la prévention, de la signalisation et de l'information pour les présidents de club, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une victime dans une de nos structures. Donc, on va travailler avec la commission mixité, avec la commission de lutte contre les violences, pour proposer au prochain comité directeur des actions de prévention qui seront fortes et qui seront portées à l'échelle des clubs, à la connaissance des clubs, pour vous aider notamment à savoir réagir, anticiper, prévoir, éventuellement à défendre le sujet auprès de vos adhérents, puisque quand on en parle dans la presse, vous êtes directement concerné, vous êtes sur le terrain. Donc savoir comment répondre, comment rassurer, et surtout comment faire pour que ça n'arrive jamais dans votre structure. Voilà ce que je voulais dire sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Alors non, je ne vois pas de questions dans le chat pour l'instant. Tout est clair, je crois.
Bien. En tout cas, voilà, c'est un sujet important. Ça va avec l'Institut national de formation, ça va avec le contrôle d'honorabilité, ça va avec le circuit de signalement. Et je peux vous assurer qu'on met vraiment tout en œuvre pour que ça s'arrête, pour que ça n'existe plus, et pour que tous les éventuels prédateurs ne soient plus dans notre sport. Voilà. Euh, enfin, on avait un formulaire qui proposait des questions, Didier, donc on a reçu quelques questions avant ce point info. Je propose de conclure sur ces questions qui ont déjà été prévues. Naturellement, dans le chat, vous pouvez continuer à poser vos questions sur les sujets qu'on a déjà vus. On avait prévu 1 h 15, donc on est dans les 5 dernières minutes, ce qui devrait peut-être le faire. Oui, 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 il y a quelques questions, elles ne sont pas très nombreuses. Une première question qui porte sur la reconnaissance des échecs au niveau de l'État en tant que discipline de haut niveau. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des avancées sur ce sujet ou pas? Oui, ça sera instruit, donc le dossier de... Je recommence. À quoi ça sert d'être discipline de haut niveau? Ça, c'est la première chose, c'est extrêmement important. Ça permet à nos sportifs d'être sur les listes ministérielles. Ça permet à la fédération et aux organes déconcentrés d'avoir des subventions venant de l'Agence nationale du sport dans la perspective d'avoir des médailles. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel pour le développement d'une fédération sportive. Et nous cochons toutes les cases, nous avons tous les critères pour être reconnus discipline de haut niveau et donc avoir nos meilleurs joueurs et joueuses inscrits sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau. Ça, c'est le contexte. Pour faire une demande, pour que notre dossier soit instruit par l'Agence nationale du sport conjointement avec le ministère, nous devons d'abord être délégataires. Et c'est le cycle c'est une Olympiade. Donc, on instruit les dossiers tous les 4 ans. Donc, on a été délégataire en 21-22. Donc, le prochain cycle, c'est 20-21. Et donc, on va se recaler sur le cycle de 24-25. Donc, normalement, notre dossier sera instruit en 2024. Et si l'avis est favorable, ce dont je ne doute pas, nous aurons la reconnaissance du sport de haut niveau début 2025. Merci beaucoup, Éloi. Nous sommes aussi questionnés sur les difficultés pour avoir des arbitres dans des zones plutôt rurales. Là, on cite le centre de la France et la possibilité donc de passer des stages plutôt en e-learning à distance. Oui, peut-être Mathieu ou Didier. Mathieu, peut-être, oui. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que Oui, voilà. c'est bon. Désolé, j'avais du mal à réactiver mon micro. Donc effectivement, alors il faut savoir que il y a déjà 2 types de stages qui ont été ouverts à la visio par la Direction nationale de l'arbitrage, à savoir les stages open, donc pour devenir arbitre open lorsqu'on est déjà arbitre club, et les stages de formation continue. Donc, c'est déjà 2 types de stages qui existent et qui permettent et qui sont organisés par la Direction nationale de l'arbitrage et donc qui permettent à tout le monde, où qu'il soit en France, d'y participer et donc de renouveler son titre d'arbitre ou alors de monter en niveau. Effectivement, il y a la question des stages d'arbitre club qui sont les premiers stages, les stages du premier niveau qui est posé donc ici. Pour l'instant, la Direction nationale de l'arbitrage, alors il y a Lauriane Lebray qui est pas là ce soir, qui est membre du bureau aussi, mais qui peut pas être là ce soir. Donc j'ai échangé avec elle par rapport à cela. Pour l'instant, la Direction nationale de l'arbitrage, elle est encore réservée sur ce sujet parce qu'il y a une contrainte malgré tout, c'est que dans le stage club, c'est là où on voit le maniement des pendules. Et donc sur la question des pendules, c'est quand même compliqué lorsqu'on est en visio d'expliquer à des futurs arbitres comment manier une pendule et surtout s'ils n'ont pas de pendule chez eux et en plus pas forcément le même modèle, comment on va régler cette pendule. C'est pas toujours simple. Voilà, on peut imaginer en visio. Je suis pas sûr que voilà, si j'avais une pendule et que je vous montrais comme ça, je suis pas certain que ce serait très très idéal. Et puis il y a aussi un autre questionnement du côté de la DNA, c'est des fois par rapport au premier accueil, le stage d'arbitre fédéral club, c'est l'entrée dans le monde de l'arbitrage. C'est pour des personnes qui découvrent ce monde-là. Et c'est vrai que des fois, c'est quand même plus intéressant aussi d'être accueilli par un formateur en présentiel, d'avoir des temps d'échange aussi en dehors d'une simple visio. Donc, c'est
la raison pour laquelle les stages d'Arbitre Club ne sont pour l'heure pas organisés en visio. Après, en revanche, dans ces zones, rurales, comme vous le questionnez, moi, ce que je recommande du coup à cette personne, c'est peut-être de faire un mail à son comité départemental ou à sa ligue régionale pour qu'il y ait un appel à candidature qui soit diffusé, parce que des fois, ce qu'on sait pas toujours, c'est qu'en fait, autour de soi, dans d'autres clubs qui sont situés pas très loin, il y a aussi d'autres personnes qui s'interrogent pour faire un stage, mais qui, ne voyant pas de stage, se disent, bah, tiens, du coup, je vais pas en faire non plus. Donc, pourquoi pas, la proposition, à mon avis, à mon sens, c'est, voilà, par le comité ou par la ligue, essayer de diffuser un mail à l'ensemble des clubs pour dire, bah, ici, on a des personnes qui seraient intéressées pour faire un stage d'arbitre club. Il y a normalement de mémoire besoin de 8 personnes pour qu'un stage d'arbitre club soit organisé. Et du coup pris en charge en partie par la fédération. Donc trouver 8 personnes, ça se fait malgré tout relativement et ça permet ensuite d'enclencher une vraie dynamique. Et l'avantage, c'est que du coup après, les niveaux suivants d'arbitre open et la formation continue, comme je l'ai dit, sont ensuite accessibles en visio. Ben, merci Mathieu, c'est très clair. Une question extrêmement courte. On nous questionne sur le lieu du championnat de France, toute catégorie 2024. Oui, le championnat de France, donc cette année, avait eu lieu à l'Alpe d'Huez. Certains d'entre vous y étaient très certainement. On a bénéficié d'une belle organisation, d'un record de participation. Ça doit être la 3e plus belle édition qu'on ait faite. La montagne en été, j'ai envie de dire, c'est génial. Donc on a eu des très beaux témoignages de joueurs. D'ailleurs, vous avez pu vivre peut-être avec les vidéos de James, qui nous vivre tous les jours un pan de cette organisation du championnat. Donc c'était une très très belle édition. En tout cas, j'ai apprécié y passer du temps, regarder les joueurs de tous les Open et des nationaux. C'était un très bon moment. Pour le moment, nous n'avons pas encore annoncé le prochain lieu. C'est en train de se terminer, donc en cours de finalisation. Nous avons un accord de principe avec la prochaine ville. On ne le communique pas tout de suite, mais c'est l'affaire de quelques semaines, au maximum de un mois et demi. Eh bien, Merci. s'il n'y a plus de questions, peut-être une dernière dans le chat. Je consulte mes choses. Le plan de performance, peut-être, comment le sur le déployer plan en de lien avec performance. les Effectivement, j'ai organes vu passer une question déconcentrés. sur le plan de performance. Sujet qui n'a pas été abordé ici. Effectivement, je trouvais l'ordre du jour un petit peu dense. J'en ai parlé un petit peu en introduction. Le plan de performance, c'est ce qui réunit au niveau national 70 jeunes, à peu près 50% de garçons, 50% de filles, entraînés par un groupe d'une dizaine d'entraîneurs fédéraux et du directeur de la performance Quentin Loiseau, pour avoir effectivement des cours toute l'année, un stage, l'esprit de performance et aller représenter la France dans les compétitions internationales. Ça, c'est un projet effectivement que nous venons de lancer cette année, qui a une déclinaison possible, une déclinaison régionale. Donc, on a testé avec la Ligue du Grand Est. On va poursuivre le pilotage de ce projet. C'est Jean-Baptiste Mulon et Quentin Loiseau qui sont à la manœuvre, mais il est important que cet effort national, avec la constitution d'une école d'échecs à la française, la constitution d'une base d'exercice à disposition des entraîneurs qui font partie du plan de performance, puisse se répercuter dans les régions, que la performance des ligues puisse voir la perspective d'arriver au national, que les jeunes soient motivés par cela. Et donc, c'est en train de se mettre en place. Je ne peux pas détailler ce qui va se passer. On informera certainement les ligues durant le prochain conseil des ligues avec Jean-Baptiste et peut-être Quentin Loiseau. Mais c'est prévu, effectivement, d'arriver dans les ligues. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je crois que je vais tous vous remercier d'avoir suivi ce point info de la Fédération française des échecs. Un grand merci à Didier Fretel, Mathieu Vieira, Éric Leroll, Didier Pascal, Richard Oswald, Manon Brissot-Franck. Et naturellement, félicitations à notre réalisateur préféré, Étienne Tonton Mensch. Bonsoir Étienne.
Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Très belle rentrée à chacun. Très belle saison. Et à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne Merci. soirée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.